Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Bienvenue à cette conférence sur les études paramédicales, les conditions de réussite. Donc, je suis Madame Vezan-Laura, je travaille au CIE des enseignements supérieurs en Sorbonne. Donc, c'est un centre d'information et d'orientation pour les personnes après le bac, si vous avez des questions, des réorientations. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette conférence, j'ai à côté de moi Madame Pauline Blanche-Manche, c'est ça, qui est adjointe de la directrice de l'IFSI Sainte-Anne, donc elle se présentera tout à l'heure. Et j'ai avec moi 2 étudiantes en orthopsie, donc en 2e année. Donc j'ai Chloé Bénézet-Touls, c'est ça, et Zora Clément, donc, qui vous présenteront tout à l'heure les études d'orthopsie. Alors, les soignants du secteur paramédical sont présents dans notre quotidien. On pense à eux principalement à l'hôpital, mais ils sont aussi présents pour des soins de proximité ou même encore pour de la prévention et de l'information auprès de la population. Petit exemple des professions paramédicales qu'on peut croiser dans le quotidien. Lors d'un accident, je prends l'exemple de Tom qui se blesse au genou. Les personnes présentes appellent le SAMU, le 15, petit rappel. Une assistante de régulation médicale répond à l'appel et envoie une équipe sur place. Tom est emmené à l'hôpital par les ambulanciers. En torse ou fracture, il faut rechercher les causes. Le médecin prescrit des radios. Un infirmier soigne les plaies de Tom et lui donne un antalgique. Une aide-soignante l'installe dans une chaise roulante et l'accompagne à la radiologie. Le manipulateur radio lui indique comment se placer auprès des appareils d'imagerie et prend plusieurs clichés du membre blessé. Il transmet au radiologue pour diagnostic. C'est une rupture des ligaments. Il faut opérer. La secrétaire médicale appelle le service de chirurgie orthopédique pour prévoir l'opération. En vue de l'anesthésie, un bilan hématologique est demandé. Une infirmière effectue une prise de sang et envoie les prélèvements au technicien de laboratoire médical qui les analyse. Tom est conduit au bloc par un brancardier. Un infirmier anesthésiste lui administre par perfusion le produit qui va l'endormir. Pendant l'opération, une infirmière de bloc va assister le chirurgien qui pratique l'intervention. Après cette opération, la convalescence va prendre plusieurs semaines. Une infirmière libérale passe à son domicile pour changer les pansements et vérifier la bonne cicatrisation. Tom doit suivre des séances de rééducation avec des masseurs kinésithérapeutes à son cabinet. Lors de son rendez-vous de contrôle avec le chirurgien, ce dernier lui conseille de porter des semelles orthopédiques. Il lui prescrit. Tom peut alors se rendre chez un pédicure-podologue ou chez le podo-orthésiste afin de faire les semelles. Dans cet exemple, Tom aura rencontré 14 soignants paramédicaux le long de son parcours. Ils sont présents partout, même quand on ne s'en rend pas compte. Ils effectuent des gestes du quotidien pour les patients et permettent du coup le bon rétablissement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va pouvoir voir 2 professions paramédicales et ils vont pouvoir vous expliquer les études et surtout les conditions de réussite dans ces études. Voilà, je passe la parole à Madame Blanche-Manche. Alors bonjour à tous, donc je suis Pauline Blanche-Manche. Alors généralement on se rappelle de mon nom, Blanche-Manche, parce que pour une infirmière c'était prédestiné. Donc je suis l'adjointe de la directrice sur l'IFSI du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, qui est le nouveau nom de l'hôpital Sainte-Anne. Voilà, donc dans Paris 14e, on est très bien desservi par d'Enfer Rochereau, Paris Intramuros. On est le seul IFSI public Paris Intramuros hors APHP.
Voilà. Donc moi, je vais vous parler du métier d'infirmier. Je vais vous parler, voilà, la projection, quel est ce magnifique métier, et puis vous donner quelques tips, voilà, pour être sûr d'être pris sur Parcoursup, et puis surtout aussi des conditions de réussite, voilà, pour faire sa formation le plus sereinement possible. Alors, on est d'accord, le métier d'infirmier a le vent en poupe depuis 2020, depuis le Covid, voilà, où il y a eu quand même un focus très important sur ce métier, qui est un métier vraiment dans une réflexion, une évolution. Puis depuis quelques années, nous avons une reconnaissance de ce métier qui devient de plus en plus forte, avec l'apparition de nouvelles spécialités comme les infirmières aussi de pratique avancée, avec une possibilité en fait de prescription et une expertise clinique de plus en plus forte. Et puis on a quand même aussi une diversité, on va dire, moi je dis toujours que c'est plusieurs métiers dans un métier, puisqu'en tant qu'infirmier et infirmière, vous avez la possibilité d'exercer dans des dizaines de spécialités et de disciplines. Puisque bien sûr, vous pouvez travailler à l'hôpital, souvent infirmier, on pense à l'hôpital. Bien sûr aussi, on pense souvent aux infirmières libérales, mais on pense peut-être un peu moins aussi aux infirmières donc, de médecine du travail, territoriale, de santé publique, les infirmières scolaires, les infirmières maintenant aussi qui font de la recherche, puisqu'en fait, nous avons un certain nombre de doctorantes et de docteurs en France en sciences infirmières, qui permet maintenant voilà, de nous inscrire dans une démarche vraiment de recherche et d'évolution. Cette profession, elle a aussi une possibilité de vous proposer des évolutions de carrière, puisque les études d'infirmier, c'est 3 ans. Mais après, vous avez la possibilité de faire des spécialités, puisque pendant votre 3e année d'études, vous pouvez tout de suite enchaîner en passant des concours. Donc, par exemple, passer le concours de puéricultrice, puisque en fait, vous pouvez tout à fait passer votre concours pendant votre 3e année et enchaîner directement sur vos études par la suite. Ou après, vous pouvez aussi exercer quelques années et repasser des concours par la suite pour, par exemple, être infirmier anesthésiste, infirmier cadre de santé, voilà, qui sont des infirmiers de bloc opératoire, qui sont des spécialités pratiquement toutes à niveau master. Donc c'est une profession qui va mobiliser de nombreuses connaissances scientifiques, un travail en équipe qui est incontournable et surtout mobiliser des compétences relationnelles. C'est tout cela que nous allons travailler avec les étudiants durant la formation. Donc la formation, c'est une formation universitaire depuis 2009. C'est-à-dire que nous avons un conventionnement avec l'université. Nous, par exemple, nous sommes rattachés à l'université Paris-Cité. Et donc dans Paris-Cité, nous avons 15 en fait IFSI qui sont déployés sur un territoire très large au niveau de la région parisienne, puisque nous, ça va voilà, de Beaumont, Pontoise, en passant par Pucin, en passant par nous sur Paris intramuros. Donc on a un travail avec l'université sur des connaissances disciplinaires, des sciences médicales, de la pharmacologie, de la psychologie, de l'anatomie. Tous ces cours-là sont dispensés par l'université. Donc, généralement, vous avez 1 jour, voire 2 par semaine, de cours universitaires qui sont faits soit en présentiel dans les locaux de l'université, soit souvent en distanciel. Depuis le Covid, il y a aussi l'accélérateur aussi du numérique et du distanciel, par soit voix synchrone ou asynchrone en podcast ou avec l'intervenant. Donc, ça sous-entend derrière un niveau de connaissance assez solide et très scientifique qu'il faut que vous ayez, avec aussi une habitude à apprendre par cœur un certain nombre de contenus scientifiques. La théorie, elle va nécessiter un raisonnement clinique, et donc derrière, vous, à l'école, à l'IFSI, vous apprendrez en fait comment mobiliser toutes ces connaissances scientifiques pour prendre en charge vos patients. Et enfin, vous allez avoir la moitié de la formation qui se fait en stage. Alors, généralement, les étudiants, ils sont toujours très, très friands de partir en stage, et vous allez partir en stage très vite, puisque dès le 1er semestre, vous avez 5 semaines de stage à réaliser. Au semestre 2, 3, 4 et 5, vous avez 10 semaines de stage à faire. Et sur le dernier semestre, vous avez 15 semaines de stage. Donc, les stages se font dans des disciplines très variées, puisque vous avez 4 disciplines obligatoires qui sont la santé, psychiatrie, santé mentale, soins de courte durée, c'est médecine, chirurgie, réa, urgence, soins intensifs. Vous avez une 3e discipline qui sont les soins de longue durée, d'accord, et une 4e discipline qui sont sur les soins sur lieu de vie, par exemple infirmière à domicile ou dans des services de soins à domicile, d'accord. Bon, donc
Donc, on a vraiment cette possibilité d'exercer. Et puis, donc, vous avez 4 disciplines obligatoires. Et puis, l'ensemble des autres stages, c'est en fonction de votre projet professionnel. Puisque les formateurs, au cours des 3 années d'accompagnement, vont vous aider à maturer votre projet professionnel. Est-ce que vous avez envie de travailler en urgence, en réa, en EHPAD, en gériatrie, en psychiatrie? Tout ça, on va vous accompagner pour voir vraiment ce qui vous plaît le plus. Donc, les éléments de réussite. Premièrement, les éléments de réussite sur Parcoursup. Sur la région parisienne, on est plus d'une 50aine d'IFSI. Donc, comment choisir son IFSI? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Eh ben, la réponse, la première, alors souvent, c'est d'avoir aussi une notion géographique. Vous allez avoir des semaines très, très denses avec un nombre de cours assez conséquent. Si vous passez plus de 2 heures dans les transports matin et soir, forcément, ça risque d'être compliqué pour vous. Donc, nous, on estime qu'il faut maximum 1 heure de transport matin et 1 heure le soir. Voilà, donc c'est à peu près la norme classique sur la région parisienne. Voilà. Mais moi, j'ai des étudiants qui viennent de Picardie, j'ai des étudiants qui viennent de Rouen, j'ai des étudiants, et je les mets en garde parce que la fatigabilité derrière, elle est très importante. Sur Parcoursup aussi, vous allez choisir aussi votre IFSI en fonction du projet pédagogique. Lisez sur les sites internet des écoles le projet, qu'est-ce qui vous correspond? Est-ce que vous préférez un IFSI, on va dire, avec un petit accompagnement, avec un IFSI d'une petite quantité d'étudiants à 80, 90, ou est-ce que vous préférez vous noyer dans la masse à 200, 250, 300 étudiants? Regardez aussi les stages. Quel type de stage on vous propose? C'est très important. La plupart des stages, en fait, la plupart des IFSI, en fait, vous trouvent les stages, mais il y a des IFSI, des fois, qui sont un peu en difficulté et vous devez vous trouver les stages. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver des stages parce que, dites-vous bien, avec le nombre d'étudiants qu'il y a sur la région Île-de-France, ça fait 100 000 stages à trouver chaque année. Les places peuvent être compliquées à trouver. Donc ça, c'est vraiment important. Les moyens pédagogiques. Regardez aussi la manière dont les IFSI ont mis en œuvre en fait leur projet pédagogique avec quelles techniques. Alors par exemple, ça peut être, nous je sais par exemple pour vous enseigner la transfusion, on fait des escape games. Pour vous enseigner en fait les soins relationnels, on fait des jeux de rôle avec une comédienne qui vous permet vraiment, par exemple, vous rentrez dans une chambre de patient, vous êtes habillé en blanc comme si c'était une vraie chambre, et là la comédienne, elle va dire non, j'ai pas envie que vous me laviez aujourd'hui, non, laissez-moi, et là votre objectif, c'était de faire les soins d'hygiène et vous vous trouvez en difficulté. Et en fait, on va travailler avec vous sur ces jeux de rôle pour savoir comment se positionner quand un patient ne veut pas, qui refuse un soin, qu'il y ait une négociation qui s'enclenche. Et on va aller comme ça jusqu'à des situations de plus en plus complexes, jusqu'à un arrêt cardiaque en pluridisciplinarité, parce que nous avons la chance en fait de travailler en interdisciplinarité avec l'Université Paris-Cité, et nous faisons de la simulation avec des internes en médecine, des internes kinés, podologues, et en fait ça nous arrive de travailler en simulation autour d'un patient qui fait un arrêt avec vraiment des étudiants de différentes disciplines permettant une prise en charge. Donc ça c'est important dans votre choix de réussite, vraiment de se poser les bonnes questions. Au niveau de la formation aussi, ce qui est important, c'est votre niveau de bac pour pouvoir réussir. C'est vrai que les bacs généraux ont, on va dire, un petit peu plus de chances de rentrer en IFSI parce qu'ils ont des connaissances didactiques, scientifiques, avec un certain nombre de contenus beaucoup plus poussés. Les bacs ST2S sont favorisés au regard de leur spécialité. Les bacs pro sont un petit peu plus défavorisés, tout simplement parce qu'ils ont eu dans leurs études moins de connaissances pures scientifiques à apprendre. Ils ont fait beaucoup plus de stages. Alors c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus à l'aise en stage parce qu'ils ont un sens empirique du soin. Mais dès qu'il va falloir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, apprendre des très nombreuses diapos, des très nombreuses diapos, en fait, où vous allez avoir de la pharmaco, vous allez avoir de l'anatomie, de la biochimie à apprendre par cœur avec des centaines, en fait, de diaporamas. C'est sûr qu'il faut, se remettre on va dire, en ordre de marche. Ce n'est pas impossible, mais il faut, derrière, avoir une zone de travail qui est quand même très, très conséquente. D'accord. Au niveau de la formation, ce qui est important aussi pour votre réussite, c'est d'avoir une vision de l'aspect financier qui fait que si vous comptez avoir un petit boulot à côté,
ça risque d'être compliqué. Parce que la formation, comme je vous l'ai dit, est très prenante. Vous avez quand même une organisation de travail très conséquente. Généralement, on dit pour 7 heures de cours, vous avez au moins 2-3 heures de travail le soir. Donc, c'est-à-dire que si le week-end, ça peut vous arriver d'être en stage le samedi, dimanche, c'est que les petits boulots, souvent, sont un peu compliqués. Nous, ce qu'on préconise souvent, c'est essayer de tenir sur la première année. Et dès la première année, si vous validez votre première année, vous allez avoir l'équivalence aide-soignante. Et donc, vous allez pouvoir faire des vacations en 2e et 3e année d'aide-soignant, ce qui va vous permettre à la fois de pouvoir subvenir à vos besoins financièrement et à la fois de continuer à apprendre la prise en charge des patients, de continuer à mobiliser vos connaissances scientifiques, tout en fait ayant un aspect pécuniaire important. L'autre critère aussi de choix de réussite, c'est de choisir un IFSI où vous soyez bien en termes de bien-être. C'est important. Je sais que nous, par exemple, on propose un self aux étudiants pour qu'ils puissent se restaurer, manger un plat équilibré à moindre coût à midi. Parce que quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de sous, on n'a pas le temps de se faire à manger. Donc, c'est important aussi. Ça paraît peut-être futile, mais c'est important dans la vie d'un étudiant. On a parlé aussi de trouver quelque chose qui vous correspond en termes de projet. C'est-à-dire, si vous avez envie de faire des stages à l'étranger dans votre choix de réussite, n'hésitez pas à prendre des IFSI, vous avez une charte Erasmus. Donc voilà, comme le nôtre, mais il y a d'autres IFSI où vous avez la possibilité, surtout en fin de 2e ou 3e année, de partir en fait en stage pendant 10 semaines à l'étranger. Donc nous, cette année, on a des étudiants qui sont à Madrid, on en a à Barcelone, on en a au Portugal. Voilà, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Et on en a même une qui est au Maroc, puisqu'elle est partie en Erasmus+. Ce sont des choses qui sont faisables aussi. Donc ça, c'est des conditions de réussite dans son projet professionnel. Je crois avoir fait à peu près le tour. Je n'ai pas dépassé trop le temps. C'est parfait. J'ai parlé très vite, mais je pense peut-être que voilà, il y a des questions peut-être. Est-ce que certaines personnes auraient des questions ? Oui. Pour savoir si les stages en IFSI sont rémunérés ou pas ? Alors, est-ce que les stages en IFSI sont rémunérés ? Je n'emploierai pas le mot rémunéré. J'emploierai le mot indemnisé. D'accord, puisqu'en fait, vous avez en première année, pour une semaine de stage, aux alentours de 30 € par semaine. D'accord. Bon, sur un stage de 10 semaines, ça fait 300 €. D'accord. En 2e année, on monte à 50 et en 3e année, on monte à 60. Donc, sur un stage de 10 semaines en 3e année, ça vous fait 600 €. On estime, nous, que ça vous indemnise sur votre repas, que ça vous permet de vous donner un petit peu de beurre dans les épinards. Voilà. Mais c'est vraiment une indemnité. Hein. Voilà, c'est pas du tout, tout à fait, comme on dit, une rémunération à part entière. Après, à partir du moment où vous avez validé votre première année, que vous êtes aide-soignante, vous pouvez aussi, avec des hôpitaux, souscrire des contrats d'allocation d'études. C'est-à-dire, en 2e et 3e année, il y a des hôpitaux qui vous donnent en fait une allocation qui est aux alentours de 800 € par mois. D'accord, qui vous permet en fait de toucher cette allocation pendant 1 année ou 2 années. Et pour 1 année de financement de cette allocation, vous rendrez à l'hôpital 18 mois de service quand vous serez diplômé. Ça, ce sont des choses qui sont tout à fait faisables. Voilà. 18 mois de service rémunéré. 18 mois de service rémunéré, bien entendu, hein, mais une obligation de servir. C'est-à-dire vous êtes obligé, si vous avez touché des sous pendant 1 année, de rester en poste chez eux pendant 18 mois. Parce que vous savez, c'est un peu la course à l'échalote avec les contrats d'allocation d'études, parce que tous les hôpitaux sont en grande demande en fait d'infirmiers. Donc il y a eu beaucoup de contrats d'allocation d'études qui ont été donnés par les hôpitaux. Donc c'est à celui qui sera le plus avantageux et voilà. Est-ce qu'il y a... Oui. Bon, alors, on a plusieurs noms, c'est toujours très compliqué, j'ai du mal encore à avoir une identité. Voilà. Nous étions avant l'IFSI de Sainte-Anne, Virginie Olivier, et donc depuis 2019, nous sommes l'IFSI GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, puisqu'en fait, l'hôpital Sainte-Anne a en fait conventionné et fusionné avec l'hôpital Saint-Maurice et Maison Blanche. Donc nous appelons maintenant plus complètement Sainte-Anne, nous appelons GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Voilà, c'est l'IFSI du 14e, et on s'appelle Virginie Olivier. Oui. Alors, l'ostéopathie fait partie du métier du paramédical, tout à fait. Alors, les vacances scolaires en IFSI, heureusement. Hein. Sinon, vous en avez beaucoup moins que quand vous étiez au lycée, mais vous en avez. C'est-à-dire que vous avez droit, j'aime bien le dire, le droit, généralement à 2 semaines à Noël,
Alors, c'est pour ça que je dis droit, parce que souvent, quand je dis ça aux étudiants en disant qu'ils ont des vacances à Noël, ils disent non, pas du tout. En fait, les vacances de Noël, la plupart du temps, vous révisez les partiels, puisque vous avez les partiels de fin de semestre qui arrivent en janvier. Donc, souvent, ce sont les 15 jours où, en fait, vous passez repas de famille et tout de suite le nez dans les bouquins. D'accord, donc c'est pas vraiment des vacances. Et en fait, à partir du mois de février, vous avez, comment on appelle ça ? Vous avez 2 semaines généralement pendant les vacances de printemps. D'accord. Et vous avez l'été, normalement, 2 mois, le mois de juillet et août. Par contre, je mets un petit bémol. Si au cours de l'année, vous n'avez pas validé un stage pour une raison XY, parce qu'il y a eu un problème d'absence, parce que le stage, vous n'avez pas réussi à développer des compétences, on va dire, suffisantes, etc., en fait, vous devez rattraper votre stage l'été. Donc là, pour le coup, vous n'avez pas eu 2 mois de vacances, vous n'avez pas 8 semaines, vous risquez d'avoir que 2-3 semaines. Parce que vous devez rattraper votre stage que vous n'avez pas validé. Voilà. Alors, la question, s'il y a un stage qui se passe mal, est-ce qu'on peut trouver un stage à côté ? Alors, il faut qualifier ce que ça veut dire un stage qui se passe mal. D'accord. Alors, en gros, c'est que si l'étudiant a été maltraité pendant son stage. D'accord. Alors ça, d'abord, c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc, en fait, nous avons mis en place, avec l'Université Paris-Cité, une adresse mail de signalement concernant en fait les violences sexuelles, sexistes, harcèlement que les étudiants peuvent subir en stage. Donc ça, c'est inacceptable. Donc il y a toute une procédure. Lorsqu'un stage se passe mal, c'est-à-dire que vous avez été victime d'un harcèlement quelconque, d'une maltraitance, généralement, vous nous appelez à l'IFSI. Nous, on vous reçoit en entretien. On vous demande un rapport circonstancié. Ce rapport circonstancié est généralement envoyé à la direction des soins de l'hôpital et on vous met en sécurité. D'accord ? Pour éviter que vous soyez mis en difficulté. Et on fait un signalement. Parce que ce sont des choses qui pouvaient exister il y a quelques années où il y avait une omerta à l'hôpital en disant mais non, on ne dit rien. Et puis il y a la peur de l'évaluation à la fin. Hein. Je dis rien, je serre les dents parce que je vais être évaluée et que j'ai peur de la note et il faut que je valide. Ça, c'est inacceptable. Donc on a mis en place toute une procédure maintenant, vraiment, qui fonctionne très bien. Donc je vous rassure, l'année dernière, j'ai eu un cas d'une étudiante. Voilà, sur toute l'année, où on a mis en place une procédure, on a extrait l'étudiante, on l'a vraiment mis en sécurité par rapport à ce qui se passait sur le stage. Ça arrive aussi des fois que quand c'est un problème qu'avec un infirmier ou une personne, avec l'accord de la cadre, on change le roulement de l'étudiante pour qu'elle ne tourne plus avec cette personne-là. Ça arrive. En tout cas, plus vous en parlez, plus sont des choses sur lesquelles on pourra vraiment derrière agir et mettre en place des mesures pour vous mettre, vous, en sécurité. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, une dernière question, après on passe à la suite. Alors, expliquez ce que vous en dites. Oui, alors les stages à l'étranger. Il faut que, donc, si vous êtes intéressé par faire des stages à l'étranger, il faut que vous choisissiez un IFSI qui a une charte Erasmus. D'accord ? Généralement, les stages à l'étranger se font généralement en 3e année. D'accord, parce qu'il faut que vous ayez déjà acquis un certain nombre de compétences techniques. Et puis, généralement, ce sont des étudiants qu'on laisse partir à l'étranger. Il faut que vous ayez des bonnes notes, des bons résultats, que vos stages soient bien passés en 1re et 2e année. Parce que vous allez avoir, lorsque vous allez passer en 3e année et que vous allez partir à l'étranger, à vous acculturer à l'organisation de l'étranger. Il faut que vous ayez une maîtrise de la langue dans le pays où vous allez. Parce que si vous ne parlez pas la langue, ça risque d'être compliqué. Donc, il faut au moins un niveau B2. D'accord ? Et après, vous partez vraiment en stage avec une charte Erasmus et une convention. Et vous avez donc des sous que vous donnera Erasmus alors qui vous couvre pas tout, que les choses soient claires, mais qui vous permet quand même de couvrir vos dépenses à minima en fait quand vous êtes à l'étranger. Ouais, merci beaucoup. On va pouvoir continuer. Alors tout à l'heure, il y a une question par rapport à l'ostéopathie. Est-ce que ça fait partie du paramédical ? En fait, c'est une question qu'on se pose souvent, c'est où est la limite entre le médical et où est la limite entre le paramédical ? Alors il y a une infirmière, donc Léonie Chaptal, donc une ancienne infirmière, dans les premières infirmières, elle a dit cette phrase que je trouve très belle: la maladie est la science du médecin et la connaissance du patient est celle de l'infirmier. De l'infirmière, puisqu'à l'époque, il n'y avait que des femmes. Maintenant, il y a les deux. Et du coup, c'est quelque chose qui peut nous aider à trouver une réponse à quelle est la différence entre le médical et le paramédical. Donc, le médical se centre sur la pathologie et le paramédical va se centrer sur le patient,
sur le soin avec le patient, la connaissance du patient. Le brancardier, lui, sa connaissance, par exemple, ça va être de rassurer le patient avant de l'emmener dans un bloc opératoire. L'orthopsie, vous allez pouvoir nous expliquer tout à l'heure. L'infirmière, c'est, comme on dit avec les jeux de rôle, aller voir le patient, l'aider, l'accompagner dans tout ce qui va être le rétablissement. Donc les métiers du paramédical, c'est les métiers où on va être au contact de la personne et on va devenir expert dans le patient. Même le technicien de laboratoire, il devient expert du patient, enfin de son sang, donc il ne voit pas la personne en elle-même, mais il ne va pas s'intéresser à la pathologie, mais au contenu de la personne. Voilà. Voilà un petit peu comment vous faire une idée de la différence entre le médical et le paramédical. Un autre point sur lequel je voulais revenir, qui n'a pas été vraiment évoqué, sur Parcoursup, les IFSI, c'est un seul vœu quand vous choisissez en Île-de-France. Donc vous pouvez choisir plusieurs établissements, ça ne vous comptera pas plus de vœux. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis pilote Parcoursup pour Paris-Cité. En fait, quand vous choisissez un vœu, c'est une université. C'est limité à 5 vœux sur l'ensemble de vos vœux Parcoursup. Voilà. Non, ça toujours. Oui. Donc en fait, quand Parcoursup a ouvert, c'était l'ensemble. Vous aviez autant de vœux, c'était illimité. La première année, on s'est fait avoir, on a eu 1 500 000 vœux. Ça a été un peu compliqué de gérer la situation. Donc après, ils ont capé à 5 vœux. Donc un vœu correspond à une université. Et par contre, quand vous cliquez sur, par exemple, Université Paris-Cité, vous allez avoir les 15 IFSI. Vous pouvez en choisir de 1 à 15, c'est illimité. Mais en tout cas, c'est maximum 5 vœux université pour IFSI, en fait, sur Parcoursup. Merci. Du coup, ça vous laisse aussi d'autres vœux pour d'autres professions paramédicales. Et je vous fais... Oui. Alors, je le explique doucement. Quand vous allez ouvrir Parcoursup, d'accord, vous allez, par exemple, choisir mon IFSI Virginie Olivier. Vous cliquez sur IFSI Virginie Olivier. Et là, vous allez voir, ça s'apparaît. Ça va vous mettre regroupement Université Paris-Cité. Ça va vous compter comme un vœu dans vos choix en fait de Parcoursup. Et vous allez avoir dessous ce qu'on appelle des sous-vœux. Les sous-vœux, ce sont tous les IFSI qui sont en fait dans le groupement universitaire. Donc vous pouvez choisir autant de sous-vœux que vous voulez. Par contre, quand vous allez choisir 5 universités dans le cadre d'IFSI, vous serez limité à 5. Vous ne pourrez pas faire autant de vœux illimités que la première année en fait. Parce que c'est pour éviter qu'on réévalue l'ensemble des dossiers 50 fois. Déjà, on les réévalue de très nombreuses fois, parce que déjà, à 12 000 ou 13 000 candidatures, vos dossiers sont relus plusieurs fois. Et je rappelle que tous les dossiers sont lus. Il n'y a pas d'algorithme ou de fantasme sur des dossiers qui ne sont pas lus. Ils sont tous lus. Et je voulais aussi amener à votre connaissance un DU Paréo que propose l'Université Paris-Cité, qui est accompagnement à l'entrée en IFSI. C'est-à-dire que si votre dossier est un peu faible, si vous n'avez pas forcément fait un bac général ou même avec un bac général, vous pouvez demander ce DU. Donc c'est une année de préparation qui vous accompagne donc avec des cours d'anatomie, des cours de déontologie, pour ensuite rentrer plus sereinement en IFSI. Voilà, donc si votre dossier est un peu faible et que vous voulez vraiment rentrer en IFSI, vous pouvez demander sur Parcoursup ce DU Paréo avec l'accompagnement en entrée en IFSI. Voilà. Je vais laisser la parole au certificat de capacité d'orthopsie. Ouais. Donc bonjour à tous, je vous présente Zora et moi je m'appelle Chloé. On est toutes les deux en 2e année d'orthopsie et on va représenter notre faculté qui est l'Université de Paris-Cité. Et le certificat de capacité d'orthoptiste va dépendre de l'UFR de médecine. Donc, oui, vas-y Zora. Donc, être orthoptiste, déjà, c'est une profession qui est paramédicale. Donc, c'est ce que vient de dire ma collègue. On va consister à en faire des actes de rééducation, réadaptation et de l'exploration de la vision. Souvent, on entend un petit peu le kiné des yeux. On peut un petit peu s'apparenter à ça. C'est pas vraiment un kiné, mais c'est un peu dans ce style-là. On va dépister, analyser et traiter les troubles visuels qui peuvent être sensoriels, moteurs ou alors fonctionnels. Et on est en étroite collaboration avec l'ophtalmologue. C'est vraiment un duo et ensemble, on va faire complètement une prise en charge oculaire des pathologies ou des troubles visuels. C'est une formation qui va durer 3 ans. Ça va vous délivrer un grade de licence. Et pendant la formation, vous allez avoir des cours théoriques, donc ça va être les UE de pharmacologie, biologie, anatomie, neuroanatomie, etc. Et à côté, conjointement, le stage.
Le stage dure 3 ans aussi, c'est-à-dire que le matin, vous pouvez être par exemple 2 heures en cours de pharmacologie et l'après-midi aller en stage. Vous avez stage toute l'année pendant les 3 ans. C'est toujours ensemble, il n'y a pas de pause où vous n'avez que des cours ou que des stages. Ça sera toujours ensemble, des cours, des stages. Voilà, c'est une formation qui est hautement professionnalisante, c'est-à-dire que quand vous allez sortir, quand vous allez être diplômé orthoptiste, vous pourrez tout de suite pouvoir travailler en tant qu'orthoptiste. Et pas de panique sur les plans de carrière, puisque vous avez déjà une diversité énorme, et en plus on a besoin d'orthoptistes aujourd'hui. Donc normalement, vous aurez toujours de quoi travailler. Donc, pour travailler en tant qu'orthoptiste, vous pouvez exercer dans plusieurs lieux. Vous avez dans un premier temps le milieu hospitalier, vous avez les cliniques, vous avez aussi les cabinets libéraux. Donc, vous pouvez, comme on l'a dit tout à l'heure, travailler en collaboration avec un ophtalmologue. Ou bien souvent, on parle des 3 O. Donc, ça se réfère à l'orthoptiste, l'ophtalmologue et l'opticien. Donc, vous serez toujours en collaboration avec ces personnes-là. Vous pouvez également être en collaboration avec d'autres praticiens de santé, d'autres praticiens en paramédical, donc que ce soit ergothérapeute. Vous pouvez également, comme on l'a dit tout à l'heure, on est un peu le kiné des yeux, même si ça se dit pas trop, on n'aime pas trop dire ça. Donc, vous pouvez travailler avec un kiné également. Tout cela dépend du patient, donc le patient est centre de tout. Vous pouvez également avoir un large champ de compétences, voilà, qui est en constante évolution. Vous pouvez travailler avec des enfants, vous pouvez travailler avec des adultes, des plus âgés. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Et vous pouvez, le plus important, c'est de reconnaître des déficits visuels dans les troubles de l'apprentissage. Vous pouvez également renouveler des lunettes ou renouveler des lentilles, prescrire. Vous avez aussi un droit de délégation, on vous délègue des actes médicaux, tout cela dépend, c'est comme c'est toujours en évolution, il faut savoir que ça peut régulièrement changer, il y a des choses qui sont plus récentes que d'autres. Donc, je pense que vous êtes pour la plupart des lycéens, à main levée, qui est au lycée encore ? Oui. Oui, ah d'accord. Donc, comme pour moi, je pense que vous allez passer le bac. Moi, j'ai passé le bac et après le bac, je suis directement rentrée dans une école d'orthopsie, donc celle de Paris-Cité. Et en fait, il est important de vous demander pourquoi vous voulez aller là, quelles sont vos motivations. Pour ma part, ça a été le fait d'avoir la théorie et la pratique. Donc, comme Chloé l'a dit, vous l'avez tout au long de l'année. Il faut savoir jongler avec, il faut savoir être autonome, il faut savoir... On reviendra un peu sur les attendus après. Mais voilà, donc c'est très important d'en prendre conscience et de vous dire quelles sont mes motivations afin de savoir si vous voulez vraiment rentrer dans cette formation ou non. Donc, je vais laisser la parole à Chloé, qui a un parcours un peu plus différent du mien. Donc moi, juste avant, j'ai fait une LAS, c'est un parcours de médecine pour tenter le concours. Alors moi, j'ai pas fait comme vous, j'ai pas été me renseigner, donc c'est super bien que vous soyez là aujourd'hui. Je pensais que pour faire un métier de la santé, il n'y avait pas 10 000 solutions, c'était de partir soit en tant qu'infirmière, soit passer le concours de médecine. Donc, concours de médecine, je me suis dit que je pouvais essayer. J'avais pas réellement de motivation à devenir médecin et c'est ce qui fait que c'est très dur de passer le concours de médecine. Donc c'est après que j'ai commencé à me renseigner sur les métiers paramédicaux. J'ai découvert l'orthopsie. Renseignez-vous bien avant de vous inscrire, de faire des parcours parfois très difficiles. C'est super important d'avoir des motivations et de savoir pourquoi on travaille. Donc aujourd'hui, je suis dans une formation qui me plaît. On a de la technologie, on peut avoir plein de diversité dans les patients, plein de pathologies. Et les yeux, on trouve ça magique, nous. Donc c'est très important de bien savoir pourquoi vous voulez faire tel métier. Voilà. Hop. Alors, on va vous parler un peu des modalités de Parcoursup. Je pense que pour la plupart, vous avez sûrement des spécialités scientifiques, mais on appuie encore le fait que c'est très, très important d'avoir physique, chimie, mathématiques, SVT. Après, ça ne vous empêche pas de rentrer dans la formation. En fait, à partir du moment où vous avez essayé de chercher, vous avez prouvé que vous voulez vraiment rentrer dans cette formation et que vous avez les capacités pour, vous pouvez tenter. Mais voilà, sachez que si vous n'avez pas des spécialités scientifiques, vous risquez de travailler un peu plus que les autres.
Ensuite, les attendus, voilà, il faut avoir une appétence dans les domaines de la santé, il faut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, autonome parce que vous allez devoir donner beaucoup de travail personnel, vous devez beaucoup travailler les cours chez vous, vous devez savoir être organisé pour jongler vraiment avec le stage et les cours. Ensuite, on vous demande d'avoir des compétences relationnelles parce que, comme je l'ai dit, le patient est au centre de tout, il faut savoir être bienveillant malgré la dure journée. Voilà, toujours avoir des qualités humaines et c'est très très important. Si vous n'êtes pas à l'aise en communication, il faudra vraiment apprendre ce rôle-là. Vous avez un patient qui est malade en face de vous, que ce soit pour infirmière ou orthoptiste. Il va falloir être là pour le rassurer. Il ne faut pas être stressé, même si des fois on ne saura pas résoudre le problème, on n'aura pas la réponse aux questions. Toujours être dans un cadre bienveillant. Vous êtes à l'hôpital, c'est des structures qui sont stressantes. Les résultats, ils ne sont pas bons. Donc toujours parler avec son patient, le rassurer, essayer de lui expliquer au maximum. Si vous avez un discours clair, déjà ça va rassurer le patient, quand bien même la pathologie soit très lourde. Donc vraiment les appétences dans le domaine de la santé, pour nous c'est très important. Ça vous permettra aussi d'avoir confiance en vous. C'est toujours mieux de sentir que son patient est bien avec vous. Ça vous montre que vous êtes capable de le faire. Au niveau des modalités Parcoursup ensuite, on trouvait ça intéressant de vous le mettre. Donc, d'abord, il y a un frais de dossier, c'est important de le dire, qui est à la hauteur de 80 €. Comme pour les écoles d'infirmières, vous êtes limité à 5 choix. Dans les choix, il y a des regroupements aussi. Donc, vous allez, par exemple, le regroupement de Paris avec l'Université de la Sorbonne et l'Université de Paris-Cité. Ça fait un choix, mais 2 universités. Vous avez d'autres regroupements dans le sud de la France, etc. Mais bien faire attention dans le choix de vos écoles, puisque comme vous êtes limité, vous ne pouvez pas mettre toutes les écoles de France. Au niveau du choix aussi, on voulait revenir sur les stages. Alors, les stages, déjà, vous aurez une liste établie par votre université, mais c'est très important de se renseigner dessus. Nous, on trouve qu'on est très, très, très bien lotis à Paris, puisque nous avons accès aux meilleurs hôpitaux de France vis-à-vis de l'ophtalmologie. Donc, on va avoir une formation qui est très, très, très complète puisqu'on a une liste de stages vraiment très, très longue avec beaucoup d'hôpitaux qui sont spécialisés en pédiatrie, dans certaines pathologies, des pathologies d'adultes. Donc, super important de vraiment bien se renseigner sur les lieux de stage, de savoir qu'il y a aussi du stage en libéral dans certaines universités, pas dans d'autres. Voilà, c'est très important. Autre chose, les lettres de motivation. Montrer que vous êtes très motivé, ça va augmenter le fait que votre dossier sera pris vraiment au sérieux. Vouloir être orthoptiste, pourquoi, qu'on s'est renseigné, avoir discuté avec des étudiants, n'importe. Pour contacter les écoles, vous pouvez toujours contacter les associations étudiantes. On est toujours ravis de vous répondre, de vous donner des petits tips si vous avez besoin. Et quand vous avez enfin fait votre dossier, vous allez être reçu un oral si votre dossier est passé. Donc là, pendant l'oral, c'est simplement un entretien avec des professionnels pour de nouveau parler de votre parcours et vos motivations. Voilà. Alors, le tuto, comment avoir une bonne lettre de motivation. Comme on vous l'a conseillé juste avant, vous pouvez communiquer avec les étudiants et les orthoptistes via l'association étudiante. Vous devez savoir ce que vous savez sur le métier. Vous pouvez valoriser le fait que vous ayez fait un stage. Vous pouvez rappeler les spécialités que vous avez eues. Donc tout ça, ça aide à appuyer votre dossier. Surtout, n'hésitez pas à faire des stages. Ça, c'est super important. Observation 1 semaine, quelques jours, voir dire ce que vous avez appris. Ça aide à avoir une bonne lettre de motivation. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que tu as tout dit. On vous conseille aussi, si tu peux passer la page, on a la Fédération française des étudiants en orthopsie, qu'on représente aussi aujourd'hui. Ils ont fait des enquêtes Parcoursup, des enquêtes d'admission. C'est super important. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé super ça important de le lire parce que vous avez aussi des conseils pour écrire vos lettres de motivation. Vous avez une enquête sur votre profil aussi. Quel profil a le plus de chances d'être admis? Donc c'est toujours intéressant de les lire, si ça peut rassurer aussi vos parents. Parfois, ça peut aider. Donc voilà, puisque l'orthopsie, c'est une formation qui est très, très, très sélective. Il n'y a pas beaucoup de place, donc il faut avoir un dossier le mieux possible. Je pense que là, on vous a mis les contacts de l'association étudiante de l'Université de Paris-Cité.
Donc vous pouvez scanner. Je crois que le scan ne marche pas. Désolée. Vous avez les noms alors et le mail. N'hésitez pas à contacter si vous avez la moindre question. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux études d'orthoptie ? Oui. Oui. La durée des études, c'est 3 ans. 3 ans. En post-bac comme après une licence ? Oui, c'est ça. En post-bac, vous avez 3 ans. Tout à fait. C'est ça, ça donne le grade licence en fait. Oui. Alors, tu peux te spécialiser. Après, tu vas avoir t'as plein de champs. Donc, par exemple, tu as la basse vision. Tu peux te spécialiser dans les enfants avec les troubles de l'apprentissage, neurovisuel, on appelle ça. Tu peux te spécialiser en électrophysiologie. C'est un type de comment on appelle ça ? C'est un type de test qui est important, notamment un équerre pour les enfants. On le fait. Voilà, tu as plein de choses. Peut-être plus à l'hôpital, pas à l'hôpital, en rééducation. Voilà, déjà, ça te permet d'avoir une ligne. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez plus d'informations, vous avez les ressources. Enfin, vous avez déjà beaucoup de ressources aujourd'hui, mais vous avez aussi les ressources ONICEP et des FunMOOC. Les FunMOOC, c'est des cours en ligne. Donc, Fun, c'est faculté université numérique. C'est les universités qui le font pour découvrir des contenus de cours, par exemple. Donc, il y a un FunMOOC Agir pour la santé sur lequel vous pouvez aller découvrir justement plusieurs idées de métiers. Voilà. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.